avec vous, professeur Djoukam Tiameni, pour avoir la première lecture sur cette question. Laurent Koudou-Gbagbo, en Côte d'Ivoire, reste une figure politique respectée, mais aussi une figure politique à laquelle, lorsqu'on pense, on se rappelle, on se remémore aussi la crise de 2010-2011. Pensez-vous, professeur Djoukam Tiameni, que vu ce background politique, Laurent Koudou-Gbagbo reste aujourd'hui une figure qui pourrait encore prétendre au fauteuil présidentiel en 2025? Chaque fois que je vois l'aîné Laurent Gbagbo, je vois la synthèse de l'injustice extraordinaire qu'a connue le peuple ivoirien et qui lui a coûté de nombreux morts, tout simplement parce qu'une puissance décadente a voulu garder la mainmise sur ce territoire riche d'Afrique et a utilisé toutes les méthodes les plus obscures et les plus barbares pour amener au pouvoir des personnes qui étaient favorables à leur projet. Il est vrai que l'on pourrait dire, compte tenu de l'âge avancé du président Gbagbo, que peut-être n'est-il pas opportun qu'il se présentât. Cependant, je crois que les explications qu'il donne me semblent parfaitement valables. C'est-à-dire, tant que je suis vivant et que le combat pour lequel je me suis embarqué à l'âge de 20 ans dans une lutte n'est pas terminé, il n'y a pas de raison que je prenne ma retraite. Parce que je ne crois pas que ce soit le poste présidentiel en tant que tel, si je l'ai bien compris, qu'il est en train de rechercher. Il est en train de rechercher la réparation des injustices. Et une de ces injustices, c'est précisément cette amnistie sélective. Merci, professeur Djoukam Tiameni. Docteur Songo, sur la question de savoir comment le président, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Koudou-Gbagbo, pourrait continuer de prétendre au fauteuil présidentiel en 2025. On connaît un avis assez tranché sur la question, mais je m'avance quand même à vous poser cette question. Laurent Gbagbo est-il sur la bonne voie en ce qui concerne la politique ivoirienne aujourd'hui? Je pense que déjà je vais m'acquitter de mes civilités. Je vais dire bonsoir au professeur, bonsoir à Cheilou et bonsoir au coach ici, Baba Nicolo, avec qui j'ai le plaisir de passer cette émission ce soir. Pour revenir sur votre question, je pense que lorsqu'on parle de Laurent Gbagbo aujourd'hui est l'expression la plus épatante, n'est-ce pas, de l'instrumentalisation de la justice par le politique. C'est-à-dire, lorsqu'on parle souvent que la justice est sous les ordres du politique, je pense que le cas de Laurent Gbagbo aujourd'hui en Côte d'Ivoire est un idéal type d'analyse que nous pouvons aujourd'hui convoquer pour analyser, n'est-ce pas, les cas pratiques, non seulement dans des facultés de droit, mais aussi et surtout dans des analyses politologiques telles que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Laurent Gbagbo, je pense que les ambitions qu'il nourrit sont des ambitions légitimes et tout le monde a le droit, n'est-ce pas, d'avoir des ambitions tant qu'il vit. Mais généralement, on dit souvent que les ambitions pour lesquelles on n'a pas souvent les moyens sont en quelque sorte un crime. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo est en train de poursuivre son idéal qui est aujourd'hui inachevé. Il voudrait parachever cet idéal-là parce que depuis l'histoire, il faut toujours rappeler que le président Laurent Gbagbo a été l'opposant du président Houphouët-Boigny. Et lorsque nous savons qui était Houphouët-Boigny, dans la galaxie du phénomène de la France-Afrique en Afrique, on comprend qui est Laurent Gbagbo et quelle est sa position, quelle est la trajectoire, quel idéal de société veut-il imposer aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Pour revenir sur la question de l'amnistie, moi, cette amnistie-là, en quelque sorte, me pose un problème du point de vue technique. Parce que lorsqu'on voit comment le président Alassane Ouattara a procédé pour rendre cet acte d'amnistie, cela peut donner un espace à des querelles
à des querelles scientifiques. Laissons même le fait qu'elle soit une amnistie sélective. Revenons d'abord sur le plan technique pour dénoncer cet anarque, cette violation des vices procéduraux. Il faut dire que du point de vue technique, quand on dit amnistie, ce n'est pas un acte qui est du ressort volontiers de l'exécutif. Et c'est un acte qui est du ressort du Parlement. D'accord? L'amnistie passe par les couloirs du Parlement. Et cette façon de faire impose généralement deux choses. Le président, qui est généralement, n'est-ce pas, l'initiateur, peut décider de faire ce qu'on appelle un projet de loi et déposer à l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, le ratifie ou alors, n'est-ce pas, le rejette. Ça, c'était la première possibilité que Laurent Gbagbo avait à faire. La deuxième possibilité, c'était de faire voter une loi par le Parlement même à travers ce qu'on appelle une proposition de loi qui pourrait permettre à ce que la crise qu'a connue ce pays-là puisse se résolver à travers cet acte d'amnistie. Parce qu'il faut rappeler que cet acte-là a pour sempiternelle ambition de réconcilier la Côte d'Ivoire. C'est ça le problème aujourd'hui. Tout tourne autour de la réconciliation. Or, lorsqu'on voit la manière dont le président Alassane Ouattara a procédé, ce n'est pas de cette façon-là. Il a plutôt pris un acte qu'on appelle une ordonnance et il a donné cette amnistie-là à des personnes sélectives. Or, lorsqu'on voit le texte même de cette amnistie, le texte indique que cette amnistie concerne majoritairement des personnes ou des acteurs qui étaient, n'est-ce pas, liés à cette crise post-électorale en 2010-2011. Or, lorsque vous voyez les plus de 800 personnes qui ont bénéficié de cette amnistie-là, on ne dit pas que ces gens-là n'ont pas été des véritables acteurs. Mais le problème, c'est que il y a l'absence de certains autres acteurs, figures de proue, qui ont, n'est-ce pas ici, participé à cette crise post-électorale. J'ai envie de dire, n'est-ce pas ici, le président Laurent Gbagbo et son ministre de la Communication de l'époque, le jeune Blé Goudé. Donc, lorsqu'on voit cette façon de faire aujourd'hui, ça conforte tout simplement l'idée qui voudrait qu'on dise que la justice en Côte d'Ivoire est tout simplement aujourd'hui à la solde du politique qui l'utilise pour écarter politiquement des adversaires redoutables pour les prochaines élections 2025. On peut également quereller, et de la même manière, n'est-ce pas, qu'on querelle l'acte de l'amnistie, quereller l'acte de grâce présidentielle que le président, n'est-ce pas, Alassane Ouattara a pris, n'est-ce pas, en faveur, entre guillemets, du président Laurent Gbagbo. Il faut dire que la grâce présidentielle intervient lorsqu'on a condamné quelqu'un et lorsque quelqu'un a commencé à épurger sa peine. D'accord? Or, lorsqu'on voit le président Laurent Gbagbo, il a été acquitté du côté de la Cour pénale internationale. Et est revenu donc en Côte d'Ivoire, il a, n'est-ce pas, ici été victime d'une condamnation à la contumace. Mais jamais il n'a été arrêté et emprisonné pour consommer cette peine-là. Le président Alassane Ouattara a donc octroyé à Laurent Gbagbo une grâce qui n'avait pas lieu d'être. Donc, lorsqu'on met sur la table ces vices de procédure, on comprend bel et bien que Alassane Ouattara était conscient de tout cela. Ce n'est pas pour dire qu'il n'était pas conscient de tout ce qu'il faisait, mais c'est parce qu'en réalité, il avait d'autres objectifs qui étaient justement de mettre de côté certains leaders politiques d'opposition pour, n'est-ce pas, lui laisser un champ libre à la présidentielle de 2025. Donc, nous sommes là dans un combat politique, dans un champ politique où, n'est-ce pas, les portes semblent être verrouillées par ce qu'on appelle généralement le tenant du pouvoir. Pour sortir, je pense tout simplement que si Alassane Ouattara continue dans cette logique-là, il risque de rediriger la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, dans cette crise post-électorale qu'il a connue en 2010-2011, au moment où il doit poser les bases pour une véritable
réconciliation. Donc, il a les clés de la Côte d'Ivoire entre ses mains. S'il veut vraiment que la Côte d'Ivoire se pacifie au sens de la réconciliation du terme, c'est à lui de jouer la carte parce que du côté de l'opposition, bref, pour ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo n'évolue que du point de vue du droit. Il ne prend pas les chemins de la rébellion. Il dénonce des choses conformément à la règle du droit. Donc, c'est au président Alassane Ouattara de pacifier le champ politique pour que 2025, parce que c'est à 2025 qu'il y aura les élections présidentielles dans ce pays, pour que 2025 ne nous rappelle pas, n'est-ce pas, l'épisode de 2010-2011. Merci, docteur Sango. On retrouve Oko Sisi Baba Nicolo qui est avec nous. Le président Laurent Gbagbo a dénoncé il y a de cela quelques jours des mesures sélectives. Celui-ci faisait évidemment référence à cette amnistie qui avait été accordée à plusieurs personnes, 800 pour être précise, parmi lesquels certains acteurs, bien entendu, de cette crise post-électorale, comme elle a été appelée. Aujourd'hui, il dénonce la sélectivité de celle-ci. Est-ce qu'on pourrait dire, comme le mentionnait un tout petit peu Dr Sango tout à l'heure, qu'elle était réellement sélective et faite à dessein? Alors, je tiens à vous saluer, chère sœur Dégoudé Madone. Est-ce que j'ai encore ma place sur ce panel quand je vois les éminentes crises de l'Afrique comme professeur Ekano, Siameni, éloquemment et de façon brillante et ponctuelle, bref, dire ce qu'a développé mon très cher ami Dr Sango, qui est mon hôte, donc bientôt je serai au Cameroun parce que c'est chez lui que je vais le bagage. Donc, il essaie de dire à madame qu'il y a un Ivoirien qui est arrivé majeur d'Atité, il y en a du coup, je serai jusqu'à bientôt. Et naturellement, mon suivant panéliste qui va venir après moi, que vous allez présenter tout à l'heure, je suis très heureux d'être sur le plateau, est-ce que j'ai encore la place? Bref, mais je vais essayer quand même de suivre les pas de mes prédécesseurs et naturellement être dans la logique de votre truc. Alors, effectivement, ce qu'a développé Dr Sango n'est pas qu'une petite partie. Je pense qu'il a ouvert quand même la brèche à ce qu'on doit comprendre en nous complétant l'expression sélective. Aujourd'hui, la thématique nous parle d'amnistie sélective. Non, ce n'est pas une amnistie sélective. Plutôt, comme vous l'avez dit, le président Gbagbo parle de mesures. Oui, parce que l'amnistie ne s'applique pas aux hommes. Dans le sens propre du terme amnistie, c'est fait qu'on amnistie. Et je suis bien placé pour le dire parce que après que le Burkina et la France se soient associés avec d'autres pays, ils ont montré la Côte d'Ivoire et la divisé en deux, en gardant la majorité de la partie qu'on appelait la zone CNO et la minorité qui appelait la zone pluraliste que j'ai au Gbagbo. Pour aller de l'avant, le président Gbagbo a dû accepter des couleuvres, avaler des couleuvres avec des déplacements à Makoussi, à Québec, à Lomé, à Pretoria, à Ouaga, à Accra et autres. Au finish, avant qu'on aille aux élections de 2011, le président Gbagbo a failli prendre sur lui-même, d'abord en passant par l'Assemblée nationale, comme vous l'avez dit, le Sango l'a expliqué, une loi d'amnistie. La loi d'amnistie n'était pas les individus qui avaient continué à assassiner, à terroriser, à égorger, à violer, à éventer la Côte d'Ivoire. C'était un acte bien précis, la rébellion et les tueries qui ont commis la rébellion. C'est après l'amnistie de ces actes-là que les gens comme Soro Guillaume et tous les autres ont pu, de façon hypocrite, regagner la République, chose qu'ils ont fait du rébellion après, en 2011. Parce que c'était juste des boys, juste des envoyés, comme le disait le président Gbagbo, c'est des enfants, ce n'est pas eux qui ont fait. D'ailleurs, voilà pourquoi aujourd'hui, nous incitons les Ivoiriens à comprendre que derrière les gens comme Soro Guillaume, derrière les gens comme les IB, derrière les jeunes gens qui ont des armes, il y avait une force maléfique qui n'est qu'autre que la France-Afrique. Et d'ailleurs, il faut qu'à un moment donné, on se retrouve et qu'on pointe du doigt cette France-là qui continue de produire là. Donc, c'est l'amnistie en tant que fait, et non l'amnistie en tant que quelqu'un qui a commis un acte. Donc, ici, parler de sélectivité, c'est les mesures. Et le président Gbagbo fait bien de le dire. Et il a expliqué dans son émission avec votre confrère Alain Foucault, il dit le timing de la libération
j'ai été libéré à telle date. Et comme les gens ne savaient pas ou ne pensaient pas ou ne souhaitaient pas que je sois libéré, ils ont amnistié le chef de gang qui est Kone Katina, qui était mon ministre, dont ils ont accusé d'être l'auteur. Et moi, le co-auteur, dès qu'ils ont pris l'information et qu'ils ont vu ma libération venir, ils ont tout de suite magouillé un délit pour m'atteindre. Alors que dans leur loi d'amnistie, ils avaient amnistié le chef de gang. C'est comme moi aujourd'hui, avec Dr Songo, professeur Dekanou, et puis Tchéelou, nous allons cambrioler une banque. Et puis, moi, le chef de gang, le directeur de la banque, qui nous a attrapés, on nous a amenés à la police, me libère. C'est moi qui ai armé tous mes camarades. Et puis on dit non, Tchéelou, il n'est pas clair, on va le garder. Mais ça n'a pas de sens. Donc, c'est certes une attitude sélective, mais une attitude sélective politique. Et ce n'est pas une amnistie sélective, parce que l'amnistie ne s'applique pas aux hommes, s'applique aux affaires. Quand je finis de dire ça, il faut dire qu'aujourd'hui, grâce aux révélotes de l'actualité sortis par le porteur de valise, ce négrophobe, cet homme méchant, cet homme sans foi ni loi, cet homme amoral et immoral Bourgi, qui, derrière un livre, a voulu jouer avec les émotions des Noirs, parce qu'il est resté dans la mémoire de Senghor qui parle de l'émotion nègre, qui n'a pas compris que le monde a évolué, que nous sommes à la portée de l'information. Nous pouvons faire et défaire l'information. La propagande, nous savons comment ça fonctionne. Nous pouvons aujourd'hui choisir l'information que nous voulons et nous pouvons faire l'information. Aujourd'hui, grâce à l'avènement des réseaux sociaux, nous avons aujourd'hui, avec le combat des médias comme For You Media, la libération d'un certain nombre de pays africains, dont ceux de l'AES. Nous avons aujourd'hui des panélistes de haut rang, comme Dr Sango, comme professeur Dekanou, comme mon très cher frère chez nous et nous, mais je ne vais pas comprendre, qui arrivent à dire aux Ivoiriens, ça ce n'est pas bon, ça c'est bon. Qui arrive à dire aux Africains, ça ce n'est pas bon, ça c'est bon. Donc du coup, cette manière du terroriste Alassane Dramane Ouattara, qui n'a jamais été président de Côte d'Ivoire, vu comment est-ce que la CEI aujourd'hui prend des gens qui ne sont pas encore matures, des gens qui naissent, on met leur nom sur la liste, des gens qui sont morts, leur nom est sur la liste, des artistes qui ont un nom d'artiste, ont plusieurs copies sur la liste électorale, on a compris que le terroriste Alassane Ouattara n'a jamais été président de Côte d'Ivoire, qui a été armement installé au détriment de la volonté d'un président qui pense au pays et qui pense là. Donc en gros, pourquoi le président Laurent Gbagbo revient dessus? Parce qu'effectivement, comme il a dit, il veut compétir. Et quelqu'un l'a dit, je ne sais pas si c'est Bégoudé ou si c'est un de mes professeurs, ce n'est pas forcément la place de la présidence qui l'a. Ce n'est pas vraiment quelqu'un qui a envie de pouvoir, mais c'est quelqu'un qui dit mener un combat pour une injustice. L'âge est-il un handicap pour dire non à l'injustice? Non. Est-ce qu'un monsieur de 100 ans peut dire non à une injustice comme un jeune de 18 ans? Si oui, le président Gbagbo est dans tous ses droits de continuer un combat qu'il n'a pas achevé, un combat de libération, un combat de liberté, un combat où il dit qu'aujourd'hui, sans honte, il pourrait passer à réunir les dissidences qui viennent avec l'AES. Donc, est-ce que le président Laurent Gbagbo a le droit, peut ou doit continuer ce combat? Oui, parce qu'il y a injustice. L'injustice n'a pas d'âge, n'a pas de couleur, n'a pas de religion, n'a pas de peau. Et mieux, cette question de sélectivité n'est pas pour l'amnistie, parce que l'amnistie, ça paraît aux faits et non aux individus. Mais c'est une sélectivité par les mesures. Donc, c'est ce que je voulais dire pour accompagner mes camarades. Merci Okosisi Baba Nicolo pour cette réaction. Merci de ce que vous avez apporté, bien sûr, à la suite de nos autres panélistes. On va prendre également l'avis de Tchéelou Lawson sur cette question. L'amnistie a été accordée à plusieurs personnes, pratiquement 800. Et parmi ces personnes, le président Laurent Gbagbo ne figurait pas. Celui-ci, jusqu'aujourd'hui, reste
il reste, c'est vrai, libre de circuler où il veut bien, mais il n'a pas la possibilité jusqu'ici de se présenter à l'élection présidentielle, par exemple. Et les accusations qui continuent de pendre, on peut le dire ainsi, sur sa personne, malgré le fait que la liberté lui a été accordée. Celui-ci dénonce donc une amnistie sélective qui permettrait à certains d'être totalement libres et à d'autres de ne pas l'être. Pensez-vous, chez Lou Lawson, que cette absence d'amnistie pour un personnage, une personnalité politique comme Laurent Koudou-Gbagbo était faite à dessein afin de redéfinir le schéma, le dessin politique en Côte d'Ivoire? Absolument, absolument. Pour pouvoir l'illustrer, Madame Begoudé, merci de me donner la parole. Je salue tous les panélistes, les éminents panélistes. Vous me permettrez d'aborder ce sujet sous l'angle, l'émission s'appelle Le Grand Angle, sous l'angle d'un événement important qui, je dirais, pose fondamentalement la question, ou je dirais le casus belli de la prédation, de la violence, de l'injustice, je dirais, l'instrumentalisation, n'est-ce pas, de la politique occidentale en Afrique, qui se traduit justement par ces injustices que vous êtes en train d'évoquer. Je veux donc faire référence en ce jour, le 20 octobre, à l'assassinat à Modio-Villon du leader du guide libyen, Muammar Kadhafi, qui a été assassiné un 20 octobre 2011, tout simplement pour avoir choisi, n'est-ce pas, de défendre son peuple, de défendre l'Afrique, de faire battre à l'Afrique une monnaie, le dinar or, en s'appuyant exactement sur un réel actif qui est l'or. Il a mis 143 tonnes d'or sur la table pour amener l'Afrique à justement non seulement atteindre son objectif d'unité politique, mais également une union économique. Cela a justifié l'hydre, n'est-ce pas, de l'OTAN, de l'Occident, de la France, du criminel Sarkozy, qui a monté tout un stratagème, était allé chercher à l'ONU une résolution qui devait protéger le ciel libyen contre les rebelles dont les services secrets français ont monté à Benghazi et qui a amené à détruire la Libye, à rendre la Libye aujourd'hui comme un chaos, n'est-ce pas? Et ce chaos-là s'est transporté dans le Sahel et qui constitue justement tout le désordre que nous voyons, les morts, et qui justifie également leur volonté de recolonisation. Alors, si on prend cet élément-là, vous comprendrez alors que c'est dans la même période que Sarkozy a décidé de vitrifier le président Laurent Gbagbo, ce président qui est, à travers toutes les tribulations, les souffrances qu'il a subies, porte aujourd'hui le visage du panafricanisme, de la résistance, n'est-ce pas, des Africains contre la prédation, la violence, comme toutes les formes de racisme, n'est-ce pas, ostracisées justement pour l'exploitation du continent. Le président Laurent Gbagbo, depuis plus d'une trentaine d'années, a consacré sa vie, son combat contre l'injustice, pour les libertés démocratiques, pour les libertés politiques. Quand il s'est positionné candidat contre Houphouët-Boigny, eh bien, tout le monde pensait qu'il était fou, parce que personne ne pouvait oser aller contre le grand Houphouët, qui, rappelons-nous, a été un des ministres du gouvernement français et qui a été mis à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a été l'un de ceux qui ont pourfendu, n'est-ce pas, le panafricanisme en cassant la fédération du Mali, en n'ayant pas justement voulu que l'Afrique aille dans le sens du club de Casablanca d'Nkrumah pour l'unité de l'Afrique. Gbagbo a repris ce combat d'une certaine façon et depuis a amené la Côte d'Ivoire, en tout cas a structuré la politique de la Côte d'Ivoire et jusqu'aux événements de 2011 où la France a décidé à travers une rébellion, n'est-ce pas, de créer l'injustice. Alors, moi, quand on me pose la question, n'est-ce pas, de cette amnistie, ça me révolte. Ça me révolte énormément parce que c'est comme si, eh bien, c'est le meurtrier qui, aujourd'hui, fait la justice. C'est lui plutôt qui doit être
au poste des accusés. C'est par Ouattara qui est au cœur, n'est-ce pas, de cette violence énorme faite aux Ivoiriens. On parle de 3000 morts et jusqu'à présent, c'est le président Laurent Gbagbo qui a été traîné devant la CPI, qui a été acquitté, et tous ceux qui ont participé à cette violence énorme, ne sont même pas inquiétés, ne sont pas jugés, et on parle d'amnistie, et parmi donc les amnistiés, il n'y a pas le président Laurent Gbagbo. Donc nous sommes là au cœur, non pas de la justice, mais plutôt d'un système d'injustice, d'un système de prédation, d'un système de violence orchestré par la France, orchestré par l'OTAN, n'est-ce pas, pour continuer ce système qui a pris des formes différentes à travers le temps, l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation. Donc nous sommes au cœur de ce système violent, déshumanisant pour les Africains, tout simplement pour des raisons économiques, pour s'accaparer de leurs richesses et mieux jouir, n'est-ce pas, d'un niveau de vie élevé en Occident, au service d'un capitalisme européocentré. Nous sommes donc au cœur de ça. Et quand on parle de ces éléments-là, la justice n'intervient plus, c'est l'injustice plutôt. Il n'y a pas de droit, n'est-ce pas? Nous sommes dans une société complètement anomique, c'est-à-dire la norme n'existe plus, ou en tout cas la norme est au service des violents, des gens qui sont pratiquement des diables et qui n'ont plus de sens, n'est-ce pas, d'humanité. Et c'est ce qu'on voit tous aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je pense que le président Laurent Gbagbo aurait cette conscience, n'est-ce pas, contre ce système, cette forme de cosification des Africains, et son combat encore justifié aujourd'hui, que autour de lui, le peuple ivoirien doit se rassembler, l'Afrique doit se rassembler pour qu'enfin on débarrasse l'Afrique de ce système qui endeuille les Africains, qui nous maintiennent dans la prédation, dans la violence, dans l'exploitation et surtout dans la déshumanisation. Ok, merci. Merci chez Elou Lawson, docteur Sango. La résolution